mosquée qu'avait construit El-Balf Ahmar s'effondrait doucement parmi les termitières géantes. Les conquérants avaient coupé les tresses et rasé les crânes de ceux qui étaient les pères des vieux d'aujourd'hui. Et les vieux ont retrouvé leurs tresses. Et le bois sacré qu'avaient brûlé les talibés a repoussé depuis longtemps. Comme les fruits mûrs au bout des branches tombent, bien des jeunes de Dougouma étaient partis loin pour travailler, jusqu'à Bamako et Dakar. Mais ils avaient tous gardé dans le cœur leur village, Bougouma, qui avait retrouvé ses traditions et avait effacé toute trace des conquérants de l'islam. Et parmi ces enfants de Dougouma, il y en avait un qui était parti plus loin et plus longtemps que les autres. Il s'appelait Temoko Keïta. De Dougouma, il était parti au chef-lieu. De là, il était allé à Bamako. De Bamako à Dakar. De Dakar à Casablanca. Et de Casablanca à Fréjus. Parti comme tirailleur du Soudan, il avait fait ses classes militaires à Casablanca, enrôlé à Fréjus. Il avait combattu dans la guerre du Rif au Maroc. Il avait monté la garde en France. Il avait patrouillé au Liban. Et après 15 ans de service, il revenait enfin au pays. Mais il était maintenant devenu le sergent Keïta. Bureau de l'administration coloniale. Sergent Keïta, présent, à vos ordres, mon commandant. Tiens, voilà ta prime de démobilisation. Que comptes-tu faire maintenant? Je compte m'enrôler dans la garde coloniale, et si ce n'est pas possible, comme interprète au bureau. Hein? Je crois que ce ne sera pas possible. Mais tu sais, toi qui as beaucoup voyagé et qui as beaucoup appris, tu seras plus utile à la France et à l'administration en retournant dans ton village. Tu pourras leur dire comment vivent les Blancs. Tu pourras les civiliser un petit peu. Bien, mon commandant. Et puis je vais te confier une mission. Tu vas prolonger la route jusqu'à ton village. Tu auras une prime pour ça. C'est ainsi que le sergent Keïta embarqua sur un camion militaire K1K en direction de son village. Au bout d'un jour de route, la route s'arrêtait. Il a dû continuer à cheval. Il avait engagé un porteur pour sa cantine militaire réglementaire. Le bruit des tambours annonçait l'approche du village. Puis, les cases grises se détachaient sur le ciel rougeoyant. Le grondement du tambour se faisait de plus en plus fort. Sergent Keïta a sauté de cheval. Au bruit de ses souliers sur le sol, comme un signal, les tambours se sont arrêtés immédiatement. Le chef du village est venu à sa rencontre. Il lui a pris les mains, il lui a souhaité la bienvenue. D'autres hommes se sont approchés, lui ont touché les épaules, touché les bras, effleuré ses médailles. Les vieilles à genoux palpaient ses mollets et touchaient le tissu épais de sa veste. Et les enfants tout autour, les bras levés, criaient « Keïta, Keïta, Keïta !» Son père, en entendant le nom de sa famille, est venu accueillir son fils. Après les salutations, il a voulu l'entraîner jusqu'à sa concession pour égorger un poulet et répandre le sang devant la maison pour remercier les ancêtres qu'ils aient pu revenir sains et saufs. Mais sergent Keïta a reculé d'un pas et lui a dit « Non, mon père,
Si je suis revenu, c'est que je devais revenir. Les anciens n'y sont pour rien. Le père a hoché la tête, il a ignoré, et le sang du poulet a coulé devant la case. Un an est passé. Le commandant vient à Dougouma pour son inspection annuelle. Sergent Keita a tenu promesse. La route va maintenant jusqu'au village. Au bruit de l'automobile qui approche, une marmaille d'enfants nus est suivie par des chiens aux flancs et flanqués et aux poils roux est approchée en criant « Ah, ah !» Le chef du village, en délégation, est venu accueillir le commandant. Et au milieu des enfants, un homme. Un homme s'agitait, avec une queue de vache. Sous sa veste délavée, dépourvue de tout bouton et de tout galon, il portait des culottes jaunes, comme on en voit beaucoup en Afrique. Elles étaient attachées au-dessus de ses genoux avec des ficelles. Il était pieds nus et la casquette, le képi en arrière. Malgré cet accoutrement bizarre, le commandant a reconnu son homme. Il lui a tendu la main. « Ah, Keita, je suis content de te voir. » Mais l'homme n'a pas pris la main tendue. Il regardait le commandant comme on regarde un fantôme. Les yeux révulsés comme tournés vers l'intérieur. Puis, soudain, agitant sa queue de vache, il se mit à crier d'une voix rauque. Écoute plus souvent les souffles que les êtres. Écoute, le bruit du vent s'entend, entends le bruit de l'eau. Écoute dans le vent les buissons en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le bois qui frémit. Ils sont dans les troncs qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Écoute dans le vent, les buissons en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ah, le commandant s'est tourné vers le chef, tout étonné. Et l'autre continuait. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'enfant qui jaillit, qui vagit. Ils ne sont pas sous la terre. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans la demeure. Que s'est-il passé? Il ne faut pas offenser les ancêtres. Ils se sont vengés. Keita n'est plus Keita. Keita est Zarzan. Alors le commandant a voulu connaître des détails et on lui a expliqué qu'au moment des labours, Sergent Keita a dit que c'était stupide de répandre du sang dans les sillons en espérant une meilleure récolte. Si le maïs doit pousser, il poussera tout seul. Manière de sauvage que de danser pour la pluie. Si la pluie est tombée, elle tombera bien toute seule. Il s'était opposé à la circoncision des petits garçons et à l'excision des petites filles. Il avait arraché le bouquet de piquants de porc-épic que portait le maître de cérémonie. Il avait déchiré le cône de tissu jaune orné de gris-gris que portait la maîtresse des petites filles. Manière de sauvage. Manière de sauvage. Hein? Le commandant lui avait dit de civiliser les siens. En bon soldat, il avait obéi. Il fallait effacer, oublier les traditions qui avaient été le ciment de ce village et qui avaient survécu aux islamistes. Alors il parlait aux vieux qui ne l'écoutaient pas et qui hochaient seulement la tête.
Il parlait aux jeunes qui écoutaient encore aux vieux. Il injuriait le féticheur. À l'arbre à palabre, il ne laissait personne d'autre que de parler, de parler, de parler. Et un soir qu'il parlait ainsi, il a senti derrière la tête comme une piqûre. Alors il s'est retourné, il a regardé son auditoire, mais il n'était plus le même. Il avait les yeux vides et une bave mousseuse blanche au coin des lèvres. Il parlait encore, mais ce n'était plus lui qui parlait. C'était l'esprit, le souffle des ancêtres qui parlait par sa bouche. Écoute plus souvent les choses que les êtres. Le bruit du feu s'entend, entend le bruit de l'eau. Les morts ne sont pas partis, les morts ne sont pas sous la terre. Les morts sont dans le sein de la femme, ils sont dans l'enfant qui vagit, ils sont dans les herbes qui pleurent, ils sont dans les rochers qui ginent, ils sont dans le feu qui s'éteint. Les morts ne sont pas morts. Le soir, le commandant a dû passer la nuit au village, on lui a donné une case. Il a mal dormi. Toute la nuit, il a entendu « Nuit noire, nuit noire !» Le sergent Keita allait de droite et de gauche toute la nuit. Il chantait, il criait, il pleurait. Et nuit noire le soir, nuit noire le matin, nuit noire le midi. Les esprits avaient pris son être et parlé par sa bouche. Il était parti, comme 16 ans auparavant, mais il ne reviendra pas. Plus personne n'osait l'appeler par son nom. Il était devenu Zarzan. Zarzan le fou. Écoute plus souvent les choses que les êtres.